Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité hors norme, une aventurière, une battante que vous avez découvert sur TF1. Elle a gagné, tenez-vous bien, 2 fois Koh-Lanta. Rien que ça, elle est en ce moment au casting de l'édition All Stars de l'émission. Vous l'avez évidemment reconnue. Il s'agit de Clémence Castel. Clémence, bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Plaisir partagé. Alors vraiment, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous savez, on dit tout à nos auditeurs, on ne vous cache rien. On n'est pas physiquement ensemble aujourd'hui avec Clémence. Je suis à Paris, vous êtes Clémence chez vous, dans l'ouest de la France, mais avec la magie de la technologie, vous allez voir, c'est exactement pareil. Alors première question, c'est la traditionnelle question d'introduction dans ce podcast. Je la pose, Clémence, à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos 2 enfants? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Alors j'ai effectivement 2 petits garçons. L'aîné s'appelle Louis. Il a 8 ans, donc il est né en 2012, en décembre 2012. Et le second s'appelle Marin et il va avoir 7 ans dans 15 jours. Enfin, le 14 octobre, il aura 7 ans. Et voilà, je suis très fière d'eux. Voilà, c'est ma fierté, j'ai envie de dire. En fierté, il y a Koh-Lanta, mais il y a avant tout mes enfants. Eh bien, Koh-Lanta, justement, vous en parlez, on va l'évoquer. J'aimerais qu'on commence cette discussion en parlant de cette casquette d'aventurière et notamment des répercussions que ça a pu avoir sur votre vie de maman. C'est pas banal comme casquette, être aventurière dans Koh-Lanta. Déjà, que pensent vos enfants de vos participations à Koh-Lanta? J'imagine qu'ils doivent être forcément très très fiers de leur maman. Effectivement, ils sont très fiers. On se régale vraiment de regarder tous les mardis l'émission. Alors, cette année, c'est un mardi, donc ils ont la chance de pas avoir école le lendemain. Donc voilà, j'ai dit pour cette année, je suis d'accord pour qu'ils regardent jusqu'à la fin parce que je suis dedans et je trouverais très injuste de couper à la première pub ou deuxième pub pour eux alors que je suis dans le programme. Donc voilà, exceptionnellement, ils se couchent un petit peu tard tous les mardis en ce moment. Mais voilà, c'est important pour moi aussi de regarder avec eux parce que ça me permet de leur expliquer où j'étais pendant toutes ces semaines d'absence et ça met des images sur des moments d'absence. Donc ça a été très important cette année. Ça a été très important aussi de regarder avec eux en 2018 parce qu'ils étaient plus petits, notamment le plus jeune Marin qui avait 3 ans à l'époque. Et je pense que quand je suis partie, il n'avait pas compris exactement où j'allais. Et de voir les images, voilà, ça lui a fait du bien et il a enfin pu comprendre ce que j'étais allée faire pendant toutes ces semaines. La séparation, justement, Clémence, vous l'évoquez, quand on est une maman, se séparer de ses enfants quelques jours, c'est jamais facile. Mais alors quand c'est pour plusieurs semaines et que c'est pour partir à l'autre bout du monde, participer à Koh-Lanta, forcément, c'est un déchirement. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement et surtout surmonté ces séparations? Alors déjà, il y a la préparation en amont. Je pense qu'il faut préparer les enfants. Et les 2 aventures en 2018 et 2021, je pense qu'ils les ont vécues différemment. C'est-à-dire qu'en 2018, je crois que j'avais dû... en 5 ans, c'est-à-dire que l'aîné avait 5 ans, en 5 ans, me séparer de lui peut-être un jour ou 2, mais j'étais tout le temps avec lui et avec eux. Donc forcément, de partir 1 mois et demi entier, ça a été une épreuve, à la fois pour eux et pour moi. Je les ai préparés comme j'ai pu, mais le plus jeune avait 3 ans, donc même si je lui parlais de durée, de là où j'allais partir, etc., il n'a pas tout compris. Et à mon retour, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Déjà parce qu'il m'a pas reconnu. Au tout départ, il m'a pas reconnu. J'étais très amaigrie et j'avais beaucoup bronzé. Et puis, il a eu une réaction que j'attendais pas. C'est-à-dire que au départ, il m'a repoussée. C'est-à-dire que moi, j'avais envie que de lui faire des câlins. Et mon petit garçon de 3 ans était très distant, en fait. Donc, ça a été très perturbant. Et il a fallu quelques semaines, enfin, on va dire 2-3 semaines, pour que tout revienne à la normale. Donc, cette année, en 2021, je les ai plus préparés. C'est-à-dire que déjà, je pouvais leur expliquer plus de choses parce qu'ils étaient plus grands. On a fait tout un calendrier. J'avais préparé des petites boîtes à ouvrir tous les lundis. Donc dans ces petites boîtes, il y avait des petits bonbons, des cartes Pokémon parce qu'ils adorent ça, ou des petits cadeaux, des petites attentions, un petit mot qui leur était adressé, et puis des photos de nous ensemble, des animaux qu'on peut avoir ensemble, enfin des choses qu'on fait ensemble. Et je pense que ça les a aidés d'avoir cette petite boîte toutes les semaines, tous les lundis.
Et comme ils étaient plus grands, j'ai aussi pu un petit peu plus leur expliquer le déroulement. Je leur ai donné la date la plus éloignée à laquelle je pouvais rentrer, et je leur ai dit tant que maman est pas rentrée, c'est que maman a pas perdu. Voilà, ça a été ma manière de les préparer. On évoque Koh-Lanta, vos aventures à l'autre bout du monde. Est-ce que Clémence, en toute sincérité, il a pu vous arriver sur place de craquer, de vous dire c'est trop dur, je vais pas réussir à tenir sans mes enfants et j'ai envie tout simplement de rentrer en France? De là à dire j'ai envie de rentrer en France, pas forcément, mais je vous cache pas que le soir, quand on est autour du feu et qu'on va se coucher et qu'il y a plus aucun bruit sur le camp, forcément, à qui on pense à ses enfants et à ses proches et à ses enfants en priorité. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, j'aimerais être avec eux, j'aimerais les serrer dans mes bras, et c'est pas possible. Donc il m'est arrivé parfois le soir, sans que personne ne me voie, d'écraser quelques larmes à ce moment-là, parce que voilà, on se pose aussi la question, on se dit est-ce que ma place elle est plutôt ici ou plutôt auprès de mes enfants, même si l'aventure est super à vivre, est-ce que j'ai fait le bon choix? Enfin, c'est tout un tas de questionnements qui en découlent. Mais au-delà de ça, il s'est passé 2 fois la même chose. C'est-à-dire que je me suis posé des questions avant par rapport aux enfants. Est-ce que je peux me permettre de partir ou pas? La réponse a été oui les 2 fois. Et une fois sur place, ça a été un vrai élément de motivation. C'est-à-dire que les 2 fois, et c'est arrivé naturellement, je me suis dit, je veux pas les quitter pour rien. Je veux pas faire ce sacrifice et leur imposer ce sacrifice pour rien. Il faut que ce soit pour faire une belle aventure et vraiment aller au bout de moi-même, à la fois dans les épreuves, sur le camp. Et j'ai pas le droit de baisser les bras parce que, voilà, je leur fais vivre cette séparation. Mais je veux que ce soit pour la bonne cause et vraiment en profiter et donner mon maximum. Donc ça a été un vrai élément de motivation, même si c'était difficile. Donc vous l'avez transformé en force. Allez, on change de thème et j'aimerais aborder avec vous, Clémence, la façon dont vous concevez votre rôle de maman. Vous êtes en plus coach parental, donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter avec une question très simple et très directe. Quel type de maman êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt du genre maman cool ou bien plutôt maman stricte qui n'a franchement pas envie de se laisser marcher sur les pieds? Je pense que c'est un équilibre à trouver. Je dois vous avouer que je déteste me fâcher et c'est quelque chose que j'essaie d'éviter au maximum. Après, je pars du principe que... Alors, j'aime pas du tout parler de limites parce que c'est un côté un peu péjoratif, mais je pense que c'est important de donner un cadre aux enfants. Un cadre et des règles simples et à respecter. Et dans ce cadre-là, qu'ils aient quand même une certaine liberté pour faire aussi leurs propres choix, qu'ils arrivent à forger leur caractère, à forger leur personnalité, qu'ils, dans leur quotidien, arrivent à prendre des décisions sur ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, mais à la fois respecter des règles générales de vie, de famille, afin de respecter tout le monde et l'équilibre de tout le monde. Donc, par rapport à ça, je pense que je suis une maman cool, mais qui met quand même un certain cadre dans ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et encore une fois, je n'aime pas du tout me fâcher. Et si on doit encore faire un parallèle avec Koh-Lanta, je n'aime pas me fâcher avec mes enfants et j'aime pas me fâcher dans Koh-Lanta. C'est pas trop mon caractère. Donc j'essaie toujours de trouver des solutions et d'essayer dans les moments où c'est un petit peu plus tendu avec les enfants, de détourner les tensions et d'essayer d'adoucir tout ça. Et le papa, Mathieu Joanne, avec qui vous êtes aujourd'hui séparés, quel type de père est-il, diriez-vous? Est-ce que c'est plutôt un papa poule? Comment vous le définiriez dans la relation qu'il a avec vos 2 enfants dont il est évidemment très proche? Oui, il est évidemment très proche et puis on fait une garde partagée, donc il les a une semaine sur 2. Disons que c'est un papa à 100%, c'est-à-dire que il est très aimant, il s'en occupe très très bien. Il arrive à gérer dans son quotidien aussi, parce qu'il faut en parler quand il y a une garde partagée, ça demande, comme on est seul en tant que parent, ça demande une organisation spéciale et je pense qu'on a tous les 2 à cœur de s'en occuper, de très très bien s'en occuper et qu'il soit notre priorité évidemment les semaines où on les a. Et il arrive à modeler son emploi du temps pour être là tous les soirs à leur sortie de l'école, être présent le mercredi, être présent les week-ends, faire plein d'activités avec eux. Il les gâte aussi beaucoup. Et voilà, il est très aimant et je pense qu'il a à cœur de réussir son rôle de papa, ce qu'il fait d'ailleurs au quotidien. Alors j'évoquais votre séparation avec Mathieu Joanne, vous en avez tous les 2 parlé publiquement. Première question, comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette épreuve avec vos enfants? Car c'est évidemment jamais facile, on le sait, pour des enfants de voir leurs parents se séparer, même si vous l'avez fait avec beaucoup de respect, même si vous l'avez fait avec beaucoup de compréhension mutuelle. Qu'est-ce que vous leur avez dit et comment, surtout, vous avez réussi à trouver les mots, tous les 2? Effectivement, ça a été, c'est jamais une chose de facile à annoncer à ses enfants.
C'est quelque chose que peut-être quand on fait des enfants qu'on redoute le plus. Mais voilà, ça nous est arrivé. On a eu une discussion très franche. On s'est dit avec Mathieu qu'il fallait qu'on utilise aussi des mots d'enfants pour qu'ils arrivent à comprendre à 100% la situation. Et par la suite, je pense que tous les deux, on a ce même objectif, qu'ils soient le moins impactés par cette situation et qu'ils se sentent à l'aise aussi bien chez leur papa que chez leur maman. Et voilà, on a cette organisation-là. Voilà, quand les enfants sont avec moi, Mathieu les appelle tous les soirs pour partager des petits moments et puis qu'ils puissent raconter leur journée et garder le contact surtout, et que naturellement ils les récupèrent voilà, le vendredi suivant, parce qu'on est du vendredi au vendredi. Mais ce qui nous a réunis avec Mathieu, c'est cette envie d'adoucir le plus possible la chose. Je pense qu'on n'est pas les seuls parents à qui ça arrive, on a tous le même objectif. Alors, dans certaines familles, c'est possible, dans d'autres, c'est pas possible. Mais en tout cas, nous, on essaie vraiment de garder ce contact pour que, voilà, aussi quand on se voit pour diverses raisons, bah, ça se passe bien et que les enfants trouvent ça naturel, que malgré tout, on se croise, on puisse discuter un petit peu et que ce soit le plus naturel possible, en fait. Donc, je pense que on a réussi à préserver au maximum les enfants. Même si, il faut l'avouer, c'est pas, quand on dit ça à son enfant, c'est pas la meilleure nouvelle qu'on puisse lui annoncer. Et que voilà, c'est comme ça, mais il faut quand même garder moi je me suis toujours dit que la situation est telle qu'elle est, que eux n'étaient pas, ils avaient le droit de ne pas être d'accord avec ça, et qu'il fallait arriver à l'entendre. C'est-à-dire à un moment donné, s'ils disent, moi, ça me plaît pas que vous soyez séparés, il faut pas dire non, c'est comme ça et pas autrement. Il faut engager la conversation et écouter aussi ce qu'ils ont à dire, et c'est comme ça que la chose sera la plus rapidement acceptée. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme amoureuse, vous êtes en couple avec Marie, vous filez le grand amour avec elle. Sur TF1, dans l'émission 50 minutes Inside, vous avez expliqué que cette attirance pour les femmes, c'est quelque chose que vous aviez finalement peut-être en vous depuis le départ, hein. Ce sont vos mots que vous n'osiez peut-être pas vous avouer. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver les mots pour expliquer cet amour à vos enfants quand vous êtes séparés avec leur père, des enfants qui, on le sait, sont parfois beaucoup plus tolérants et ouverts que beaucoup d'adultes? Oui, beaucoup de tolérance et de compréhension de leur côté. Alors, j'ai utilisé des mots très simples, hein, comme quoi j'avais rencontré une amoureuse, qu'elle s'appelait Marie. Mais c'est pareil, j'ai laissé du temps. Il y a eu la phase où on leur a annoncé la séparation. Il fallait pas, il fallait chaque chose en son temps. Et quand je leur ai parlé de cette relation, j'ai utilisé des mots simples qu'ils puissent comprendre. Donc la réaction de Marin, de mon plus jeune fils, a été, ça c'est pas comme tout le monde. Alors je lui dis, tu as tout à fait raison. C'est vrai. c'est pas comme tout le monde, parce que c'est la vision d'un enfant de 3-4 ans. C'est normal qu'il exprime ça. Et après, ça a ouvert la discussion sur le fait que ça existe, que c'est pas pour ça qu'on n'est pas heureux, bien au contraire, et que c'est le schéma qu'on va adopter à ce moment-là, et que voilà, que le plus important, c'est quand même l'amour qui règne dans la famille, et que ce soit avec un homme ou une femme, voilà, l'important c'est l'amour qui est là, voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu des interrogations à ce sujet ou des discussions qui sont arrivés sur le tapis, mon rôle à moi, c'était justement d'ouvrir la discussion, parce que s'ils l'abordaient, c'est qu'ils avaient envie d'en parler. Et quand il me dit c'est pas comme tout le monde, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est pas comme tout le monde, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher, bien au contraire, et c'est pour qu'on soit tous heureux et apaisés, épanouis par la suite. Donc ils ont accepté très très rapidement Marie, qui est une personne très très douce et qui a rapidement aussi trouvé sa place, parce que voilà, elle passait de célibataire à famille avec 2 enfants. Donc voilà, tout s'est réglé en fait assez rapidement, en effet. Et justement, alors vous l'évoquez, question toute simple, comment ça se passe aujourd'hui entre vos enfants et votre compagne Marie? Parce que j'allais vous demander quel type de relation ont-ils, puisque parfois, on le sait, être belle-mère, c'est pas forcément le rôle évident. Vous dites, il y a de la douceur de son côté, mais m'expliquez justement qu'est-ce qui fait la clé de cette harmonie dans votre famille recomposée? Je pense que Marie a un caractère où elle s'adapte à beaucoup de situations, et
et elle a trouvé sa place assez rapidement, alors que c'était pas forcément naturel de passer du statut de célibataire à famille recomposée avec 2 enfants. Mais ça s'est fait tranquillement. On n'a pas brusqué les choses non plus. On n'a pas habité ensemble tout de suite. Il y a d'abord eu des journées passées ensemble, des vacances passées ensemble, et on a fait les choses de façon assez douce et tranquille. Et quand on s'est dit, enfin quand on s'est aperçu que les enfants étaient prêts, on s'est dit habitons ensemble et voilà, maintenant c'est le bon moment. Donc on n'a pas voulu brusquer les choses, on a fait les choses à notre rythme, et Marie s'en est très bien sortie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie complicité entre les garçons et Marie, mais je pense qu'il faut pas forcer les choses. Il faut aller à son propre rythme. Alors pour chaque famille ça va être différent. Et on arrive aussi, alors je pense que ce qui est important, c'est d'arriver aussi à se ménager des moments où, par exemple, ils sont que avec moi et je suis seule avec eux, et on profite tous les 3. Alors naturellement, avec le travail, tout ça se fait naturellement en fait. Mais je trouve que ça fait partie aussi de l'équilibre, de passer de super moments à 4, et c'est les moments où, enfin, en temps normal, on passe beaucoup de moments à 4. Et puis des petits moments tous les 3 où les enfants puissent profiter à 100% de leur maman. Voilà, on a trouvé cet équilibre-là en tout cas. Le quotidien de vos enfants, hein, concrètement, comment ça s'organise? Vous disiez tout à l'heure, une semaine chez le papa, une semaine chez la maman, c'est ça, hein? Racontez-nous. Oui, effectivement, on a fait le pari de faire une garde partagée et qui se passe plutôt très bien. Voilà, on a des maisons qui sont pas très loin géographiquement. Et voilà, ils sont restés dans la même école. Disons que tout ce qu'on a pu préserver de leur quotidien a été préservé. Et voilà, toujours pour mettre en avant et prioriser leur bien-être et qu'ils soient pas trop perturbés. Donc c'est une semaine. Alors, je pense que dans une séparation, c'est ça le plus gros sacrifice. De se dire je prends la décision de me séparer, je prends la décision avec le papa des enfants de faire une garde partagée. Alors aussi bien pour lui que pour moi que pour les enfants, le plus gros sacrifice c'est de pas se voir une semaine sur 2. Maintenant, j'ai envie de dire aussi qu'avec un peu de recul, je trouve que les moments passés la semaine où on est avec eux, alors que Mathieu a le même avis sur la question, sont des moments beaucoup plus qualitatifs en fait, où on en profite beaucoup plus. Donc l'un dans l'autre, je me dis que voilà, c'est pas une situation qui était choisie à la base, mais je trouve qu'on s'en sort bien parce que les semaines passées ensemble, on en profite à 100%. Que ce soit Mathieu ou moi, on s'organise vraiment pour passer le maximum de temps avec eux, et on n'aurait pas forcément cette organisation si on les avait tout le temps. Donc je me dis ça reste de vrais moments de qualité, on arrive à les voir grandir tous les deux, et voilà, j'ai envie de retenir surtout le positif. J'aimerais revenir sur Clémence, sur l'annonce de votre rencontre avec Marie, sur la façon dont vous avez communiqué sur ce changement de vie. Vous l'avez fait via un post Instagram il y a quelques mois. Vous aviez évidemment peur des réactions. Vous l'aviez écrit dans ce post, et on le sait, hein, tout le monde n'est pas tolérant. Dans quel état d'esprit, vraiment en toute sincérité, étiez-vous au moment de poster ce message? Votre doigt, j'imagine, devait trembler au-dessus du clavier. Comment ça s'est passé? J'avais cette appréhension de la réaction des gens qui liraient ce post. Maintenant, j'étais quand même assez sereine, même très sereine, dans la mesure où, pour moi, le plus important, c'est que mes proches et ma famille soient prêts aussi. Donc on s'est laissé du temps, et quand je me suis aperçue qu'à la fois la famille de Marie et puis la mienne était prête et trouvait au final la situation normale entre guillemets, là on s'est dit on peut se permettre de communiquer parce que les choses sont digérées au niveau de nos proches et de notre famille, pour pouvoir se permettre de communiquer. Et après j'ai été extrêmement surprise de tous les messages bienveillants et positifs que j'ai pu recevoir. Il y a des centaines de messages très positifs. Peut-être que dans le lot il y en a 3-4. Clairement et sincèrement, j'en ai effacé un parce que je considérais qu'il n'avait rien à faire dans le fil des messages. Les autres qui étaient un petit peu mitigés, il y a dû y en avoir 4 ou 5, je les ai laissés parce que chacun a le droit de s'exprimer. Et après, ça a été que du positif et de la bienveillance. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Et ça me rassure à la fois pour Marie et moi et à la fois pour mes enfants aussi. Forcément, j'avais une inquiétude aussi par rapport au regard des autres concernant notre famille un peu extraordinaire. Et je me disais peut-être que les gens seront pas très délicats avec les enfants. C'était en tout cas oui, même les enfants entre eux. C'était une crainte et je me dis que finalement...
voilà, ça peut bien se passer à partir du moment où les choses sont posées. C'était ça aussi mon but, ne pas avoir envie de me cacher et vivre caché, et vivre naturellement sans imposer rien à personne. Voilà, on va pas non plus s'exposer trop, mais voilà, ça m'a rassurée à la fois pour les enfants et puis pour notre couple aussi. Alors, c'est jamais facile de dire pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, mais qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Qu'est-ce qui vous a plu chez Marie? Clémence, question très directe. C'est dur à dire, il y a des choses qui sont un peu inexplicables, mais globalement, son caractère, sa douceur, son humour aussi, je trouve que c'est une personne aussi très belle. Enfin, c'est un packaging, et elle est arrivée à ce moment-là de ma vie où peut-être moi j'étais plus ouverte à ça aussi. Donc voilà, ça a été un tout, et ça s'est un petit peu, même carrément imposé à moi, et après de longs mois de réflexion, parce que ça a été dans ma tête un vrai tempête sous un crâne, une vraie tempête sous un crâne dans ma tête, et je me disais, est-ce que je peux me permettre, est-ce que je dois suivre mes sentiments, ou plutôt les mettre sous le tapis et me dire que c'est pas possible. Mais à un moment donné, ça s'est imposé à moi, et je me suis dit, je peux pas vivre comme ça, parce que ça veut dire que je suis pas sincère avec moi-même, que du coup je suis pas sincère avec le papa de mes enfants, et voilà. Donc ça s'est passé comme ça, et puis il y a des choses qui s'expliquent pas, ce sont les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un, et ça se maîtrise pas, tout simplement. Vous dites que pendant plusieurs mois, vous avez eu cette hésitation et cette peur de vous avouer, et peut-être finalement de passer à côté de quelque chose. Donc vous auriez pu finalement peut-être ne jamais vous avouer cet amour. Alors, j'aurais pu ne pas avoir le courage. Alors c'est peut-être comment dire, mal placé de dire que c'est du courage, mais je pense que ça en est quand même. Le courage de me dire ben voilà, je me permets d'être attirée par une femme, et j'ose croire que c'est possible. Voilà. Et ce qui a fait le déclic dans ma tête, et je me suis dit, bah ça y est, je suis comme ça, il va falloir que je l'accepte, et c'est certainement ma nouvelle vie qui commence. C'est de me dire, est-ce que ce changement de vie fera de moi une mauvaise maman? Et la conclusion, après des mois de réflexion, la conclusion c'était que non, ça faisait pas de moi une mauvaise maman, dans la mesure où j'avais toujours évidemment cet amour pour mes enfants qui est indescriptible, et que ça, rien ne changerait ça au final. Et que mes enfants, s'ils me voient épanouie et totalement moi-même, bah, ils seront heureux pour moi, et ils seront aussi sereins, et au final c'est pas ça qui va faire qu'ils seront malheureux. Mais ça a été voilà de vrais questionnements, de me dire, est-ce que j'attends qu'ils grandissent, est-ce que peut-être qu'au final bah là j'ai rencontré la bonne personne, mais voilà, elle va pas non plus m'attendre pendant des années, je vais passer à côté. Voilà, c'était des moments que j'ai gardés pour moi, parce que je n'en parlais absolument à personne, ni même à Marie. Enfin, c'était quelque chose de très personnel. Et je pense que c'est comme ça qu'on prend aussi les meilleures décisions, c'est en s'écoutant soi-même et en n'écoutant pas forcément l'entourage et les proches. C'est ce qui fait que je pense aujourd'hui j'ai pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. Les proches, justement, votre famille, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, comment est-ce qu'elle a réagi quand vous leur avez expliqué que vous aimiez les femmes, que vous alliez vous séparer du papa de vos enfants? Alors, de manière positive, vous disiez, est-ce que vous aviez là aussi peur de peut-être des réactions de votre famille, de vos proches amis? Évidemment que on a un petit peu peur d'annoncer la nouvelle, parce que c'est pas forcément ce que souhaitent des parents pour leurs enfants. Voilà, il faut mettre les mots où ils sont. Mais voilà, à l'époque, j'avais donc 34 ans. Je me suis dit, à 34 ans, je me permets de vivre comme moi j'ai envie de vivre. Après, peut-être qu'il leur faudra du temps pour accepter. Et je leur laisserai le temps pour accepter. Si je m'étais dit avant de leur parler, s'il y a une réaction négative, ça peut se comprendre aussi. Il faut aussi se mettre à leur place. Donc je me suis dit, je vais rien leur imposer, et le jour où ils seront prêts à accueillir Marie et à nous accueillir à 4, ils me le diront, et c'est ce qui, voilà, on fera comme ça. Mais c'est eux qui me diront, on est prêts, et c'est possible. Et je voulais pas imposer ça. Donc je leur ai dit de cette manière-là. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Je ne veux rien vous imposer. Maintenant, quand vous serez prêts, je vous présente Marie, et je serai très fière de vous la présenter. Donc
forcément l'avis et le jugement des proches, enfin de la famille très proche, que ce soit les parents, le frère, la sœur ou les grands-parents, a beaucoup d'importance. Mais je leur laissais quand même cette liberté de pas être prêts tout de suite, parce que forcément ils étaient pas préparés à ça. Donc je me suis dit peut-être qu'il leur faudra du temps. Il leur a pas fallu beaucoup de temps, pour tout vous dire. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et Marie a été très rapidement acceptée. Et quand ils m'ont vue heureuse à ses côtés, au final, ils m'ont dit c'est ce qui est le plus important et vis comme tu as envie de vivre, quoi. Allez, un mot sur vos activités professionnelles. Clémence, vous avez plein de casquettes, Clémence, et vous venez notamment de reprendre les commandes avec Marie d'une boîte de nuit à Cherbourg. Racontez-nous ce projet un petit peu fou quand même. Oui, effectivement, c'est un projet un petit peu fou à plusieurs titres, parce que on sort d'une période très difficile avec le Covid où les boîtes de nuit ont été fermées pendant 1 an et demi. Et aussi parce que je pense que ça peut surprendre certaines personnes de me voir dans ce milieu-là. Maintenant, c'est quelque chose que j'assume tout à fait. Ça fait 11 ans maintenant que je suis à la tête d'un café-concert, donc qui est un établissement de nuit, mais qui est pas une boîte de nuit, c'est plus un bar de nuit. Donc je suis habituée à avoir contact avec ce milieu-là. Et pendant le confinement, on a commencé à parler avec Marie de ce projet. Il y avait une boîte de nuit qui était à vendre pas loin du café-concert. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Il faut savoir que Marie, elle connaît aussi ce milieu pour y avoir travaillé. Elle est ingénieure, d'une part, et puis elle a aussi double casquette. Elle aime bien ce milieu-là aussi. Mais on a commencé à rêver de ça, donc et plus les mois avançaient, plus ça devenait concret. Et moi, je pars du principe de me dire, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être à la fois maman, à la fois aventurière, à la fois sportive, et travailler dans ce milieu? Parce qu'on peut tout à fait travailler dans une boîte de nuit et avoir un rythme de vie, alors si ce n'est les horaires un peu décalés, mais un rythme de vie tout à fait normal. Moi, je consomme quasiment jamais d'alcool. Je l'aborde de manière très professionnelle et très cadrée. Et moi, mon objectif dans ces établissements-là, c'est de voir les gens s'amuser. J'adore partager des moments avec les gens, d'échanger avec eux, et je m'y retrouve vraiment là-dedans. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et puis le fait de se lancer à deux aussi, ça a du sens, parce que on adore être ensemble, et ce projet nous permet aussi de travailler ensemble. Et vos enfants, est-ce qu'ils savent ou non ce qu'ils veulent faire plus tard, Clémence? Alors ils ont un caractère tous les deux très différent. On a Louis qui est passionné de musique, il fait de la batterie, c'est un petit garçon très dynamique. Alors lui, récemment, il m'a dit qu'il souhaiterait être pilote d'avion. Donc je lui dis, écoute, si l'envie reste, faut pas hésiter. Par contre, il faut bien travailler à l'école, parce que il faut être fort. J'ai un peu synthétisé les choses. Je dis, il faut être fort en maths. Aujourd'hui, il est en CM1, donc je dis, il faut être fort en maths et en sciences. Donc voilà. Et le deuxième est un côté beaucoup plus sportif. Il se rêverait pourquoi pas footballeur. Donc comme il faut jamais barrer les rêves d'un enfant, voilà. Je lui ai dit si tu veux vraiment faire ça, il faudra s'entraîner et essayer de faire au mieux. Et si dans quelques années, Clémence, ils viennent vous voir, vous et le papa, et vous disent, papa, maman, on veut participer à Koh-Lanta, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, dans la mesure où ça vient d'eux, je les encouragerai toujours, parce que je sais ce que moi ça m'a apporté, notamment à 20 ans, de faire une aventure pareille. Moi, ça m'a révélé à moi-même, ça m'a donné confiance en moi, et je pense que je serais pas la même aujourd'hui si je n'avais pas fait Koh-Lanta. Donc si ça vient d'eux et s'ils ont cette envie-là, je leur dirais applique-toi pour faire ta lettre de candidature, parce qu'il y a beaucoup de candidats, et puis advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, si toutefois ils étaient amenés à faire ça, je serais contente pour eux. Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, chère Clémence. Imaginons que vos 2 enfants tombent sur ce podcast, écoutent la discussion, que l'on vient d'avoir tous les deux. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots? C'est difficile ça, parce que les mots viennent facilement quand ils sont face à moi. Non, mais j'aimerais dire à Louis et Marin que je les aime très fort, et que quoi qu'il arrive dans la vie, je serai toujours là pour eux, et qu'ils sont ma fierté, et que ils peuvent compter sur moi. Je suis leur maman pour toujours, et je les aime jusqu'aux étoiles. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.